Bien, le sujet de ce film est de parler d'Alba Petra. Alba Petra, c'est plusieurs choses différentes, c'est plusieurs réalités différentes. La première réalité, on pourrait dire que c'est un triptyque composé de 3 éléments. Alba Petra, fragment d'humanité dans un village du monde, premier tome. Second tome, Alba Petra, fragment de révolution dans un village du monde. Et sans doute, le 3e tome, qui aura un titre, quelque chose autour de fragment de promesse dans un village du monde. Ça, c'est la première manière de parler d'Alba Petra. La seconde manière d'en parler, c'est le fait que c'est de rappeler la genèse de ce projet de publication d'Alba Petra. Au départ, dans un échange de correspondance entre Rachel Legati et moi, je suis amené à parler d'un certain nombre de textes que j'ai commencé à écrire, et je suis soumis à une amicale et puissante pression de la part de Rachel Legati pour que je m'avance davantage dans l'écriture et que, avec cette espèce d'injonction comme ça, amicale mais ferme, il faut publier ce texte. Je réponds donc, deuxième niveau de réalité de Alba Petra, à une invitation d'avoir le courage d'aller au bout de mon propos et d'aller jusqu'à la publication. Troisième manière de parler d'Alba Petra, c'est de dire que Alba Petra repose sur une utopie, donc c'est une fiction, et cette fiction repose sur une utopie qui est la suivante, qui est que la littérature permet ce que le réel ne permet pas. Par exemple, ce que le réel ne me permet pas, c'est de prévoir comment sera le monde dans 50 ans. Mais la littérature me permet de prévoir ce que sera le monde dans 50 ans. C'est la grande différence entre la liberté que la littérature nous donne par la fiction, alors que si je posais comme un principe de réalité ma conviction de ce qui va se passer dans 50 ans, on dirait juste que j'ai besoin de repos ou de me faire soigner. En l'occurrence, que je ne serais pas accessible à un mode de raisonnement et qu'on me dénierait la possibilité de prévoir ce qui va advenir. Et on aurait sans doute raison. Mais comme je passe par la fiction et la littérature, alors je suis autorisé par la communauté à rêver ou à imaginer le monde tel qu'il va être. Évidemment, du point de vue de la littérature, ce que décrit la trajectoire des 3 tomes d'Alba Petra, pour l'auteur, c'est-à-dire moi, c'est la réalité. Il faut se débrouiller avec cette évidence-là, qui est que le réel ne me permettrait pas de penser ce que je pense si je ne le pensais pas du point de vue de la littérature. Mais le pensant du point de vue de la littérature, j'affirme que ce que je dis par la littérature est vraiment ce qui va se passer. Au lecteur de faire son chemin avec ses paradoxes apparents. Alba Petra, c'est donc une tentative d'écrire ce qu'il en est du monde contemporain, ce qu'il en est de notre monde, et de le faire à travers un certain nombre de personnages. Et ces personnages ont tous une caractéristique, c'est que ce sont des hommes et des femmes de différentes générations, de différentes cultures, de différentes idéologies, qui ont tous subi un trauma profond. On pourrait dire que ce sont tous des fracassés de la vie. Et on verra, en passant d'un personnage à l'autre, que les parcours de vie sont très singuliers, très différents les uns des autres, mais qu'ils ont laissé des traces profondes à l'intérieur de l'âme, de l'esprit et du corps de chacun des personnages. On pourrait penser que, c'est ce qui arrive à tous les personnages de tous les romans. Mais je rajouterais une caractéristique, c'est que, bien qu'étant
meurtris, profondément marqués, ils ont tous une capacité que tout le monde n'a pas, qui est une capacité, sans le savoir eux-mêmes, de se réinventer. Et ce point commun à chacun de ces personnages, chacune de ces filles, chacun de ces garçons, chacun de ces personnages, c'est sans le savoir d'avoir l'intuition qu'ils sont dépositaires de quelque chose qui va leur permettre de faire communauté et de changer le monde. Dans le premier tome, on voit toute une série de personnages et on raconte un petit peu leurs allées-venues dans le monde et comment ils se situent et comment ils se repèrent dans le village d'Alba Petra. Dans le second tome, il y a une nouvelle arrivée de nouveaux personnages et de nouveaux habitants qui se révèlent à eux-mêmes comme étant marqués par leur histoire personnelle et intéressés par le récit des autres. Donc on va voir dans le deuxième tome que régulièrement, ces personnages se mettent en situation de parler à la communauté des autres habitants, des autres résidents, venus eux aussi là, attirés par quelque chose de mystérieux. Chacun des habitants, à tour de rôle, va commencer à parler aux autres. Et ils se rendent compte très vite qu'ils peuvent s'autoriser à parler devant les autres parce que aucun des membres de cette communauté ne les jugera. Le point commun, c'est un autre des points communs de ces résidents, c'est qu'ils savent écouter. Et écoutant quelquefois des horreurs absolues, des imbécilités invraisemblables, des parcours de vie chaotiques, ils ne les jugent pas, ils les écoutent, parce qu'ils savent qu'ils sont soit passés avant eux-mêmes dans cet exercice de partage, soit qu'ils vont passer bientôt. Et au fil de ces personnages, on va découvrir quelque chose qui va se révéler puissamment dans le troisième tome, qui sera le fait que, du fait de leur malheur passé, premièrement, et du fait de leur disposition à considérer que l'avenir est jouable, va se développer entre eux une énergie nouvelle qui va leur permettre, je l'ai dit tout à l'heure, de faire communauté, mais plus que ça, de se mettre en marche, de se mettre en mouvement. Qu'est-ce qui se sera passé ? Il se sera passé une chose qui existe depuis l'origine de l'humanité, depuis l'origine des temps, qui est que parfois, dans des groupes ethniques, dans des groupes d'hommes et de femmes des temps très anciens, se produisent des mutations. Certaines tribus du néolithique ont développé des capacités, des compétences à survivre dans des univers et des environnements hostiles, par exemple. Eh bien, à Alba Petra, beaucoup plus rapidement que par le passé, ces nouvelles compétences vont se mettre en mouvement. Et c'est sur cette nouvelle compétence, et c'est sur cette nouvelle communauté que va se déployer donc le troisième tome, où se mettront en place des fragments de promesses. Pourquoi des fragments de promesses ? Parce que le monde n'attend pas des écrivains, en tout cas pas de moi, que je définisse quel sera l'avenir. L'avenir sera défini petit à petit par les événements et par chacun de ces individus, hommes et femmes. Mais chacun d'entre eux va être partie prenante d'un élément, d'un fragment, de quelque chose qui beaucoup plus tard deviendra un projet de civilisation. Tout cet échafaudage repose sur une hypothèse. Et c'est la partie la plus problématique du projet Alba Petra, c'est que le monde tel que nous le connaissons va disparaître. Et que ce n'est pas une mauvaise nouvelle, mais une bonne nouvelle. C'est-à-dire, en clair, l'hypothèse d'Alba Petra est la suivante. 5000 ans
ces 5 derniers millénaires sont finalement passés très vite, trop vite, mais qu'ils sont passés très vite et trop vite, et ils sont sur une pente descendante, constamment. Et le monde d'aujourd'hui, comment dire, dépassé par toute une série de crises, qu'elles soient écologiques, économiques, culturelles, politiques, énergétiques, etc., ce monde-là est en train de finir. Ce que les gens d'Alba Petra ne savent pas, mais dont ils ont l'intuition, c'est que c'est une bonne nouvelle que ce cycle-là se termine, parce qu'un autre cycle dont ils seront les auteurs va bientôt commencer. La promesse est dans cette idée que le futur est désirable, que le futur est envisageable, et qu'ils sont d'une certaine manière en charge d'en rendre compte, de rendre compte de la réalité de ce futur. Alors le deuxième tome, Fragments de révolution, pourrait faire penser que la révolution dont il s'agit ici serait pour changer l'ordre des choses et passer à un autre ordre. Ce n'est pas du tout le sens du mot révolution tel qu'il est employé ici. Le sens du mot révolution tel qu'il est employé ici, c'est que tout ce qu'on a dit jusqu'alors et tout ce qu'on a fait au nom de la révolution s'est avéré désastreux, tout. Certainement qu'il y a eu des progrès, certainement qu'il y a eu des avancées, certainement que des choses ont été rendues possibles, mais au prix de terreur sans nom, au prix de monstruosités sans nom, au prix de catastrophes sans nom. Et donc, d'une certaine manière, et d'ailleurs un des personnages dans le deuxième tome le dira, ce qui advient de la révolution, c'est ce qui est révolu, ce qui est passé, ce qui est terminé, ce qui est fini. Je vais donner 2-3 exemples. On verra par exemple un homme d'âge mûr, stalinien par conviction, engagé dans des combats révolutionnaires, dans des émeutes, dans des agitations dans les campus, etc., qui un jour de combat de rue prend un coup sur la tête et est hospitalisé en urgence et se réveille dans les bras d'une infirmière mexicaine. Et après plusieurs jours de délire, pendant lesquels elle l'a écouté. Et elle a compris qui il était. Et il se trouve qu'elle a disposé sur sa table de nuit 2 ouvrages d'une révolutionnaire qui s'appelle Rosa Luxembourg. Mais les 2 ouvrages de Rosa Luxembourg qu'elle a déposés sur sa table ont un point commun, c'est qu'ils parlent évidemment de la révolution, mais ils parlent d'autre chose. Ils parlent des mésanges. Il se trouve que Rosa Luxembourg, quand elle était en prison, avait apprivoisé des mésanges avec lesquels elle avait commencé une conversation. Et qu'un jour, dans une lettre à une de ses amies, elle écrit « Rien n'est plus beau que l'amour, rien n'est plus beau que l'engagement dans l'amour. Et les camarades du parti devraient comprendre que je prends beaucoup plus de plaisir à écouter le chant des mésanges que leur discours révolutionnaire. » Notre homme qui sort d'un coma profond découvre tout d'un coup qu'une révolutionnaire, une femme, peut avoir une vision poétique du monde. Ce que lui a toujours nié pendant toutes ces années de militant et de combat. Il a toujours nié ça. Et cette découverte qu'il était passé à côté d'un monde entier qui s'appelle la poésie, et que tout d'un coup ce monde entier lui était révélé par une femme, par une infirmière qui était en train de le soigner, et qui était en train de le prendre par la main en lui disant « Lis la poésie, écoute les mésanges, regarde la nature, et tu comprendras que ton engagement du côté de Staline, c'est juste un leurre. » Ça, c'est un exemple. On aura un autre exemple avec un autre personnage qui est un tueur de la mafia, passé de l'extrême gauche radicale ultra-violente à des missions de sniper pour la mafia, et qui, un jour, alors qu'il vient d'abattre une de ses victimes,
va, dans les yeux de la victime morte, découvrir, qui est aussi une femme, va découvrir va découvrir la vacuité de son activité, la vacuité de sa respiration, la vacuité de son souffle, et que tout autour de lui va s'écrouler et qu'il va être obligé de changer de vie. On va le retrouver à Alba Petra. Donc le mot révolution dans le deuxième tome signifie que la révolution, les révolutions, en tout cas celles pensées et mises en œuvre par les hommes, sont des leurs, qu'elles sont révolues. Et que le prochain cycle sera un cycle révolutionnaire, mais le mot révolutionnaire n'ayant plus rien à voir avec le sens qu'il a aujourd'hui quand on en parle. La différence entre, s'il y en a une, je pense qu'il n'y en a pas une, il y en a beaucoup, entre Alba Petra, fragment d'humanité, et le fragment de révolution, c'est que je pense que d'abord l'écriture sera plus dense et plus serrée. Parce que finalement le premier tome, c'est un tome d'apprentissage. C'est un tome d'apprentissage d'apprentissage du projet Alba Petra. C'est comme des fondations. Elles sont solides, elles sont saines, mais ce sont que des fondations. Alors que ce qui va se passer avec Fragments de Révolution, c'est qu'on va voir les murs se dresser, les pièces s'organiser, les espaces se mettre en place. Et ce qu'on découvrira dans le troisième, c'est que ce bâtiment nouveau et solide qui aura émergé, les gens qui l'ont construit le quitteront pour aller construire ailleurs. Une autre des différences entre fragments d'humanité et fragments de révolution, paradoxalement, c'est que ce sont des fragments d'humanité, mais chaque fois au singulier, sans communication entre les individus et les uns et les autres. Alors que dans fragments de révolution, le point commun entre chacun d'eux, c'est le désir d'écouter tous les autres. Non pas pour s'évanouir et se perdre dans tous les autres, mais pour se situer à l'intérieur de tous les autres. Pour s'amplifier de tous les autres, pour avancer avec tous les autres. D'une certaine manière, on pourrait dire que c'est ça la révolution. Mariam, Alban et Rosie, Gork et Vera, celle qui pressent l'imminiscence de la guerre civile, celui qui pressent que ce n'est pas si simple. Et trois autres. Mariam, 28 ans, habite le village de Bâton-Pourpre, à quelques kilomètres d'Alba Petra. De taille moyenne, avec une coupe de cheveux délurée, moitié gauche façon Iroquois tondu, moitié droite façon Marie-Chantal. Elle porte plusieurs colliers avec crucifix, main de Fatma, chandelier à 7 branches, petit Bouddha de jade en lévitation, dents de requin inuit, fausses pierres précieuses aux couleurs acidulées, figurines de fécondité africaine, croix de Lorraine, croissant vert et pendentif en poil de tigre de Tanzanie. Elle est toujours vêtue d'un kilt écossais rouge, d'une veste militaire kaki estampillée du Z, de l'infanterie russe et d'une casquette noire avec blason de la Chine communiste. Ses chaussures montantes et lourdes lui donnent une manière inimitable et martiale d'être et de marcher. Son bras droit est tatoué en petites lettres noires, toutes des putes, sauf ma mère, et son bras gauche, tous des porcs, à commencer par mon père. Elle est toujours flanquée de Furious, son chien de combat, un redoutable Rottweiler à la robe ébène, ce qui lui assure une certaine manière de sécurité, car les petites rues de Bâton-Pourpre ne sont pas nommées rues de la peur sans quelque vraisemblable raison. Mariam est toujours en forme et entre en conversation avec les autres humains du voisinage en leur proposant de jouer avec elle,
Le jeu s'appelle « Vivement la guerre civile » qu'on rigole un peu. Elle commence toujours par décrire le contexte de ce jeu. Les nouvelles du pays sont plus que maussades. Ailleurs, en Europe et dans le reste du monde, c'est la même chose, à croire que l'ensemble de la galaxie est contaminé par le désir de chaos. Ici, aussi, tout va mal. Les services publics sont saignés à blanc pour résorber les déficits abyssaux de l'État. Les universités sont agitées comme des ruches d'abeilles fiévreuses. Les lycéens insultent les profs ou les égorgent. Les quartiers des banlieues sont au bord du cœur de l'insurrection. Le mécontentement est général. Des grèves éclatent partout. Des ronds-points sont occupés, des banques attaquées. Puis les supermarchés, puis les pharmacies, même les petites boutiques de quartier. Les centrales électriques sont occupées, les raffineries aussi. En quelques jours, tout s'arrête. Plus de courant, plus de téléphone, plus d'essence, plus d'Internet. Les autoroutes sont vides, les grands axes déserts. Dans les villages, on s'organise, les milices armées se généralisent, les armes de chasse sont partout de sortie. Chaque famille, depuis longtemps, est une véritable armurerie, fusils de chasse, pistolets, mitraillettes de la Seconde Guerre mondiale. Des barrages à chaque entrée, des contrôles dans chaque rue, les miliciens ne savent plus qui peut circuler ou non, et comme personne ne sait dire le droit, chacun décide de celui qui est autorisé ou non. Des Mustapha disparaissent ou sont retrouvés morts dans les fossés, des Eli aussi, des Aminata aussi, chacun est l'ennemi de chacun, cela porte un nom, la guerre civile. 5 semaines ont suffi pour que le chaos devienne la norme. L'État a disparu. Les riches ont quitté le naufrage pour des ailleurs incertains. Mariam explique que le but du jeu est de proposer des stratégies permettant de sortir de ce cauchemar. À chacun, dit-elle, de prendre ses responsabilités. Les premiers interrogés évoquent pêle-mêle le suicide par désespoir et pour échapper au pire, d'autres inventent des scénarios de fuite. Mais comment faire sans carburant et sans électricité, quand partout ailleurs, autour, la situation est égale, ou pire encore? D'autres, bien sûr, en appellent à la résistance façon Maquis du Vercors. D'autres s'en remettent au pragmatisme de la collaboration, mais dans le cas d'une guerre civile généralisée, où chacun cherche juste à sauver sa peau et celle des siens, collaborer, d'accord, mais avec qui ? Heureusement, quelques délurés créatifs imaginent des stratégies hors normes. Roxy, par exemple, se verrait projeter des gaz hilarants au visage des individus les plus toxiques pour ensuite les désarmer et les neutraliser. Gork, de son côté, en revient encore et toujours à son projet de constituer des commandos de vieux, de plus de 75 ans, pour organiser des attentats suicides contre les plus enragés des nouvelles milices fascistes en formation partout dans chaque recoin du territoire. Cela ferait, dit-il, de la place dans les EHPAD, tout en permettant de nettoyer provisoirement le terrain pour faire place nette à la jeune garde qui descendra sur le pavé pour peaufiner l'ouvrage. Vera, jamais en peine d'apocalypse, envisage des suicides collectifs avec consommation massive de drogue et de bombardement de décibels au-delà des limites de supportables. Confronté à ces scénarios du malheur, dans le malheur, Alban, habitant d'Alba-Petra, se dit que la question est peut-être mal posée. Après quelques instants de méditation, Alban s'aventure dans la conversation lancée par Mariam et prolongée par Roxy, Gork et Vera. Il me semble, dit-il, d'un ton chaleureux et calme, que poser le principe d'une guerre civile à venir est dans l'ordre des choses et du cours actuel des usages du monde. Ces années-ci nous enseignent au quotidien sur l'ampleur des délitements des certitudes anciennes
comme récente. Les fanatismes religieux instaurent le silence des femmes, enseignent que la terre est plate, que les mensonges sont plus efficaces que les vérités, et spéculent sur la capacité des peuples à s'en remettre à des Césars paranoïaques. En réalité, ajoute-t-il, la guerre civile a déjà commencé, probablement depuis les terrifiques années du milieu du siècle dernier, Hiroshima, Auschwitz, le goulag. Amplifié et banalisé par le tsunami des réseaux de communication que l'on dit sociaux, alors qu'ils désintègrent purement et simplement le corps social comme les âmes. La guerre civile est déjà là, dans les entreprises, dans les familles, dans les cœurs, dans les hôpitaux, dans la rue, dans les assemblées dites républicaines, dans les négociations internationales, dans les cours de récréation, dans les banlieues comme dans les alcôves où se retrouvent clandestinement les amants apeurés. La guerre civile, née du millefeuille des capitulations de toutes et de tous devant les folies consuméristes, les accommodements avec les humiliations continues infligées aux plus faibles, les appétits sans fin des représentants, d'où qu'ils viennent et quoi qu'ils veulent, sans même revenir sur les conséquences des crises climatiques et des submersions migratoires devenues épouvantail et obstacles à la moindre pensée positive. 5 décennies d'occasions manquées, de rendez-vous ratés, de scandales ordinaires et depuis banalisés ont fait des êtres et des peuples des proies affolées, comme ces troupeaux de poulets dans les élevages industriels surpeuplés et malsains. La prochaine guerre civile, telle que la présente Mariam, sera apparemment plus visible parce qu'elle concernera directement chacune et chacun au plus près de ses propres intérêts, combattus par ses propres voisins et au sein même des familles qui se croyaient les derniers lieux de résistance et d'invulnérabilité. Mais il faudrait, affirme Alban, que chacune et chacun s'exile de sa propre histoire et de son propre présent pour se délester des habitudes, des conforts et des chimères qui l'empêchent de se redresser et de se projeter dans demain. Dans son fort intérieur, Alban pense que la poésie sauvera les évidences du monde et que la question n'est plus de sauver sa peau, mais de sauver son âme. La première rejoindra naturellement le royaume des pourritures des corps, la seconde témoignera des mystères, des beautés et des lumières qui accompagnent l'émigration des âmes. Aucune guerre civile, aucune dictature n'anéantira jamais la puissance et l'éternité d'un moment de lumière posé sur la feuille d'un arbre, sur le premier regard de l'enfant juste né, sur le dernier regard du mourant, rendu à ses limites.